Il y a 100 ans, le Québec et le Canada étaient frappés comme le reste du monde. Après 4 années d'une guerre qu'on n'hésite pas à qualifier d'apocalyptique, le Canada, le Québec et le reste du monde sont fauchés par un virus de l'influenza inconnu du corps humain jusqu'alors. Les gens d'ici et d'ailleurs tombent comme des mouches. Les images de la grande peste noire sont largement évoquées dans la presse. Avec un taux de mortalité de 10 à 40 fois supérieur à la grippe saisonnière, l'influenza de 1918 est possiblement l'une des pires qu'a connue l'humanité, du moins la pire qu'elle a vécue dans l'histoire récente. En quelques mois à peine, entre 20 et 50 millions de personnes, certains avancent même 100 millions, succombent à l'infection. C'est 3 fois plus de victimes que durant la Première Guerre mondiale. Le tiers de la population mondiale est infectée. Dans certains pays, plus de la moitié de la population meurt. Des îles du Pacifique aux villages inuits du Grand Nord canadien, aucune région du globe n'est épargnée. Un moment phare de l'histoire médicale, la pandémie d'influenza de 1918, dite grippe espagnole, et plus spécifiquement ce qui se passe au Québec et au Canada. La grippe de 1918, dite grippe espagnole, est due à une infection virale de type H1N1, une souche particulièrement contagieuse et virulente. Les premiers signaux rapportant la présence d'une épidémie de grippe, ou du moins d'une situation anormale, remontent au 5 mars 1918 au camp Funston, dans le Texas. Il est quasiment certain que c'est dans ce camp de soldats, aux États-Unis, que la génétique du virus a subi des mutations. L'entrée en guerre en 1917 des États-Unis va concentrer dans des camps temporaires et surcharger des milliers de personnes. Entassés pendant 3 semaines dans des baraquements de fortune, ces hommes sont ensuite acheminés vers l'Europe. En France, les ports de Brest et de Bordeaux, où sont débarqués les soldats américains, deviennent rapidement des foyers de contamination importants. L'intensité du trafic maritime disperse rapidement la maladie à travers le monde. Fin mai, les débardeurs de Bombay, en Inde, sont les premières victimes du virus mutant en Asie. L'Inde paiera le plus lourd tribut, avec environ 20 millions de morts. L'historien Neil Johnson estime que les plus grandes pertes ont touché l'Inde, environ 20 millions de morts, soit 6 % de la population, la Chine de 4 à 9,5 millions de morts selon les estimations, soit de 0,8 à 2 % de la population, et l'Europe de 2,3 millions de morts, soit 0,5 % de la population. La grippe espagnole s'appelle comme ça parce qu'il y avait une censure militaire lors de la Première Guerre mondiale pour les pays alliés. On empêche donc les médias de faire état de l'infection et donc de la mort des soldats. La grippe était partout, mais l'Espagne est, à l'époque, un pays neutre. Les médias espagnols révèlent la forte incidence de la maladie et des décès qu'elle cause dans ce pays-là, ce qui fait que tout le monde commence à dire que la grippe est espagnole parce que seule l'Espagne en parle. Or, elle n'a rien d'espagnol. Du moins, elle n'est pas exclusive à l'Espagne. Mais on en a déjà parlé dans une vidéo. Vous irez la voir. Certains médecins militaires soupçonnent les Allemands d'avoir introduit des bacilles dans des boîtes de conserve alimentaires de provenance espagnole. Faut dire que la source de l'infection demeure floue pour plusieurs membres du corps médical. En 1918, la virologie n'était pas une science très développée. À la fin de l'année 1918, des scientifiques français démontrent qu'un pathogène viral pouvant passer au travers des filtres censés retenir les bactéries pouvait transmettre la maladie aux êtres humains et aux animaux. Le microscope électronique permettant d'observer la structure des virus n'a été inventé qu'en 1931. La même année, on découvre que le virus de l'influenza pouvait être cultivé dans des œufs de poule fertilisés, ce qui va faciliter grandement son étude en laboratoire. Une méthode qui est encore employée aujourd'hui et qui facilite le développement de vaccins. Ce n'est qu'en 1933 que les chercheurs vont identifier le virus de la grippe. La guerre de tranchées, la proximité des hommes et des animaux dans des conditions sanitaires déficientes, mais aussi une population affaiblie par le rationnement contribuent au taux de mortalité élevé de cette pandémie.
Aujourd'hui, certains experts pointent du doigt l'effet cumulé d'une autre pandémie d'influenza, celle dite de la grippe russe ou asiatique qui frappe le Canada en 1890. Cette pandémie, causée par un virus de type H3N1, aurait débuté dans les steppes eurasiennes avant d'arriver dans le nord-est de l'Amérique du Nord en décembre 1889. Au début de l'année suivante, le Canada est atteint. Les villes de Montréal, Toronto, Hamilton, Ottawa, London, Winnipeg et Vancouver connaissent le plus de cas. Bien qu'ayant causé beaucoup moins de morts que la grippe espagnole de 1918, la grippe russe aurait rendu les personnes atteintes par la grippe espagnole plus susceptibles de développer des symptômes graves, voire mortels. Le problème serait ici, et là, attention, le docteur en histoire ne veut pas dire docteur en médecine, le péché originel antigénique. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, quand un organisme a déjà subi des assauts d'un pathogène ou d'un virus par le passé, il a tendance à utiliser les mêmes anticorps pour se défendre contre une infection similaire. Généralement, ça marche, mais dans le cas des virus grippaux, leur mutation est trop fréquente pour que ça fonctionne. Les virus de la grippe ont donc souvent droit à des passe-droits de la part du système immunitaire. Ben ouais. À la fin septembre 1918, la grippe espagnole débarque au Québec. Les médecins sont au courant de la situation en Europe. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas affaire à une grippe comme les autres. Depuis plusieurs mois, les populations européennes sont sous l'assaut du virus. Le plus frappant dans cette histoire-là, c'est que la moitié des morts sont des adultes âgés entre 20 et 40 ans, alors que normalement, la grippe saisonnière décime presque exclusivement des enfants en très bas âge et des personnes âgées. Des jeunes parents, mais aussi des travailleurs dans la fleur de l'âge meurent. Les institutions ne sont pas préparées à ce cas de figure. De plus, en raison de la guerre, il y a une pénurie de médecins et d'infirmiers. Le Québec et le Labrador sont durement touchés. Dans la ville de Québec, l'épidémie éclate au début d'octobre. L'épidémie s'introduit dans la ville par le port où arrivent les rescapés mal en point de la guerre. Bientôt, le nombre de malades contagieux est tel que les hôpitaux civiques ne suffisent plus. Le bureau de santé ouvre des hôpitaux temporaires dans les différents quartiers de la ville. Comme partout ailleurs, les gens tombent alors comme des mouches, fauchés par une affection qu'on compare à la peste noire. On compte les malades par milliers. Au Québec, on estime que 400 000 personnes tombent malades en 1918. 3 % en meurent. Les cimetières débordent, on ne sait plus où enterrer les morts. Des villages entiers sont décimés par la maladie. Entre 1918 et 1919, l'influenza tue de 30 000 à 50 000 Canadiens. Au Québec, 530 000 personnes sont atteintes et 13 500 en perdent la vie. À Montréal, 3 500 succombent au virus, alors que 500 tombent à Québec. Mais c'est à Victoriaville et dans la région des Bois-Francs que l'épidémie fauche le plus de vies. À Victoriaville, 2,1 % de la population périt entre le 1er août et le 31 décembre 1918. Imaginez, là, dans une ville de 40 000 habitants, on perd 840 citoyens en 10 semaines. C'est énorme. Les installations médicales et le personnel soignant ne suffisent plus. Des volontaires mettent sur pied des infirmeries dans des écoles et des hôtels. Toute proportion gardée, les gens de Victoriaville ont à déplorer 2 fois plus de décès que ceux de Montréal et de Québec. C'est encore pire dans certains villages. À Laurierville, c'est 8 % de la population qui est décimée. Le canton d'Inverness quadruple son taux de mortalité. Mais il y a un contexte à tout ça. Victoriaville accueille en août 1918 un événement d'envergure, le Congrès eucharistique qui regroupe alors près de 35 000 personnes. Le virus se répand alors comme une traînée de poudre. Disons que les mesures de confinement n'étaient pas encore appliquées, contrairement à aujourd'hui. L'éclosion dans les Bois-Francs est fortement médiatisée, ce qui offre quelques semaines d'avance aux autres municipalités et villages de la province qui essaient de se préparer comme ils le peuvent. Les lieux publics sont clos et interdits. Les assemblées publiques, elles aussi, sont interdites. Ça nous rappelle quelque chose, hein? Ben ouais. La quarantaine est décrétée par les autorités et les maisons des malades sont placardées. Cependant, le contrôle des allées et venues de l'ensemble des personnes est impossible à contrôler. Il n'existe aucun vaccin. Si quelques médicaments sont disponibles pour atténuer les symptômes, aucun n'ont de valeur préventive ou ne permettent la guérison.
Dans ces moments de crise, les remèdes de grand-mère prennent la relève. Vous irez voir, on a fait une vidéo là-dessus. Les huiles de poisson de castor sont populaires, tout comme les quarts et camphres. Les purgatifs et les lavements sont proposés aux bien portants afin que, dit-on, le mal ne s'accroche pas. Et pour les malades, afin d'évacuer la maladie. Ça, c'est la détox version 1918. Bien sûr, tout ça est complètement inefficace. Dans la pharmacopée, on trouve aussi le bon gros vieux gin, mais certains vont aller jusqu'à boire de la térébenthine et de l'huile de charbon pour tuer le méchant. Bravo! L'épidémie provoque des perturbations sociales et économiques importantes, en plus de la mort qu'elle sème partout. Le nombre d'orphelins se multiplie. De nombreuses familles sont amputées de leurs pourvoyeurs et de leurs pourvoyeuses. En Europe, les armées sont affaiblies. Le commerce de détail voit ses chiffres d'affaires plonger, soit par le manque de demande, ou encore le manque de produits, ou encore le manque de main-d'œuvre. Cette catastrophe a démontré la nécessité de s'organiser pour être en mesure de faire face à d'autres fléaux du genre, comme par exemple celui qu'on est en train de vivre en 2020. Les municipalités ferment tous les services publics non essentiels. Les gouvernements provinciaux adoptent de leur côté des lois concernant la mise en place de la quarantaine et rendent obligatoire le port du masque en public. L'épidémie a été à l'origine de la création du Bureau municipal de santé de Montréal en 1918, ainsi que de l'hôpital d'Asbestos et du ministère fédéral de la Santé qui entre en fonction en 1919. La souche virale de la grippe espagnole, bien que de moins en moins virulente, demeure active au Canada jusqu'au milieu des années 1920. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ce que vous avez vu ou entendu, ben dites-le nous. Faites un j'aime, partagez, faites un commentaire parce que ça nous fait monter dans l'algorithme.